Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré à Abionics et ses résultats de phase 2 de l'étude Racers. Donc, on va être ensemble pendant une petite heure avec Cyril Tupin, donc directeur général d'Abionics depuis 2019. Et c'est donc la première fois que depuis 2019, nous présentons la mise en perspective de l'ensemble des résultats de la société et évidemment ces résultats majeurs pour l'étude 2A. Vous aurez la possibilité de poser des questions, donc vous avez un onglet questions dans l'application, questions écrites, et donc nous traiterons ces questions évidemment à la fin de la présentation et on essaiera de répondre de manière transparente et intégrale à l'ensemble de ces questions évidemment que vous pouvez vous poser depuis un certain nombre d'années. Voilà. Avant de passer la parole à Cyril Tupin, je tenais à faire un petit préambule pour deux messages importants. Le premier message, c'est que cette étude et ces résultats d'études viennent couronner en fait une série ininterrompue de résultats cliniques positifs depuis 2019 et l'accession à la direction générale de Cyril Tupin. Et la deuxième chose par rapport à ces résultats, c'est que vous n'avez pas de résultats chiffrés. Et je voulais préciser que la communication financière d'Abionics est rivée à la publication des résultats cliniques scientifiques en exclusivité dans des publications scientifiques. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais communiqué en amont de ces données, et c'est aussi pour ça que ces résultats Racers ne sont pas chiffrés pour l'instant. Ils donneront lieu donc à une publication scientifique en exclusivité dans les mois qui viennent, et donc vous comprendrez pourquoi ces résultats donc, ne sont pas inclus dans ce communiqué. Voilà. Donc, cette étude a donné lieu à des résultats qui ont été annoncés donc, en exclusivité à Milan lundi par le professeur Gesualdo, donc, qui était présent à Paris aujourd'hui pour une conférence analyste et presse ce midi, donc, qui était l'investigateur principal de l'étude Racers. Et comme il n'a pas pu être là ce soir, je vous propose une toute petite vidéo juste sur un certain point, évidemment en exclusivité par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Well, we were very impressed by the primary and secondary outcome of the Racers trial because ApoA1 is a bioproduct that is able to bind, several substances. Among these, LPS. LPS, as we know, is the main product of gram-negative infection. So we were able to demonstrate that ApoA1, as a taxi, it can get on board LPS and remove from our body. So we got a significant reduction of LPS, but we also demonstrate that there is a huge modulation of the inflammatory response due to the reduction of cytokine storm. We demonstrate that there is a huge reduction of IL-6. Donc nous reviendrons évidemment sur ces messages forts, et donc vous avez bien compris que les résultats sont significatifs. J'ajouterai qu'effectivement, il peut nous être reproché que cette étude a porté sur un nombre faible de patients, mais étant donné que l'étude a été significative sur l'ensemble des critères à la fois primaires et secondaires, vous comprendrez que la significativité est encore plus forte, parce que c'est plus dur évidemment d'avoir une significativité sur peu de patients et de manière aussi forte, donc en termes de p-value. Donc c'est ce que vous constaterez dans la publication scientifique à venir. Une deuxième personne était présente aujourd'hui à la conférence auprès des analystes et de la presse, c'était le professeur Faguer. Le professeur Faguer est donc la première personne qui a procédé à une demande d'autorisation compassionnelle pour l'utilisation du produit dans une maladie rare, qui était la maladie L4 sur laquelle reviendra M. Tupin. Et il est également le professeur qui a utilisé le CER01 dans une étude compassionnelle dans le Covid.
Vous verrez les résultats à la fin de cette présentation, puisque là, pour le coup, on a des données chiffrées qui ont été publiées en exclusivité dans une revue médicale qui s'appelle Frontiers. Et il nous a fait évidemment l'amabilité de répondre à quelques questions aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante et pertinente dans le contexte actuel. C'est vrai on peut voir le rôle, enfin l'intérêt de CER01 dans le Covid comme étant assez étonnant, puisque initialement on l'avait développé plus dans une maladie rare rénale, mais finalement on s'est rendu compte que par différents mécanismes anti-inflammatoires, ciblant le complément, ciblant l'endothélium, et de par l'analyse de la littérature, que apporter de la POA1 et de l'HDL recombinante via CER01 pourrait cibler un certain nombre d'événements moléculaires à l'œuvre au cours des Covid graves, avec atteinte donc respiratoire grave. Et c'est vrai qu'on a pu obtenir l'autorisation de l'Agence de santé du médicament pour utiliser ce médicament-là chez 4 patients. On a pu montrer que chez ces 4 patients, le traitement était parfaitement toléré, ce qui était notre objectif principal. On peut apporter de l'APO1 à ces patients Covid sévères qui ont un déficit d'APO1 à l'admission. Non seulement on corrige les taux biologiques, mais surtout on a vu chez au moins 3 des 4 malades une très nette diminution de tous leurs facteurs inflammatoires, de leurs paramètres inflammatoires, une amélioration qui nous a semblé très rapide de leur état respiratoire. Donc, effectivement, même s'il n'y a pas de données chiffrées de l'étude Racers pour le moment dans le communiqué, en tout cas, les données chiffrées liées à l'étude Covid sont disponibles dans la publication Frontiers et M. Tupin réexpliquera la corrélation entre les résultats de Racers que vous ne pouvez pas voir évidemment dans leur exclusivité, mais par contre, il vous démontrera la corrélation qui a avec les données chiffrées qui ont été publiées dans le Covid. Voilà, je laisse la parole maintenant à M. Tupin pour présenter l'intégralité de ce qui a été présenté aux analystes et à la presse aujourd'hui. Et on conclura évidemment avec l'ensemble des questions que vous pourrez nous poser durant ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de faire partie de ce webinaire. Donc, l'objectif ce soir, c'est de repasser à travers cet événement et ses résultats de Racers afin que vous puissiez comprendre tout l'enjeu qu'on a sur le sepsis et qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le détail, malgré tout, que les 2 vidéos de ces professeurs. Tout d'abord, un point sur l'équipe. L'équipe aujourd'hui, nous sommes une société d'à peu près 70 personnes. On a une équipe internationale, on a des gens bien évidemment qui sont américains, on a des gens européens et évidemment des Français. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est très senior, on a une équipe qui est composée de gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine de la biotechnologie et à la fois sur la partie européenne et sur la partie américaine. Donc l'objectif de cette équipe, ça a été de mener à bien, depuis ma nomination fin 2019, donc ce repositionnement de notre produit afin de pouvoir en fait redévelopper ce produit-là et avancer dans de nouvelles approches thérapeutiques telles que la partie rénale, mais encore la partie sepsis, afin qu'on puisse, si vous voulez, avancer dans le cadre de nouvelles approches et dans le cadre d'un nouveau développement pour Abionyx. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est passer à travers notre présentation. Ah, excusez-moi, je crois qu'il y a un petit problème pour la personne qui passe les slides. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est venir en fait et reprendre un petit peu rapidement l'historique. Lorsqu'on est reparti en 2019, on est reparti avec un produit qui était très bien défini et qui est ce qu'on appelle un bioproduit. Donc c'est un produit qui est complètement naturel, si je peux dire, puisque en fait c'est une copie de quelque chose qui est, en l'occurrence, l'une des plus importantes protéines dans le corps humain, et selon certains auteurs, la 3e protéine la plus importante, qui s'appelle l'APO1. Cette APO1, lorsqu'elle est combinée, on parle généralement d'HDL. On parle d'HDL, pourquoi? Parce que l'HDL, en fait, est quelque part le taxi, si je veux reprendre l'expression du professeur Gesualdo, qui, en fait, va circuler dans le corps et va avoir pour fonction, notamment, de ramener et d'éliminer un certain nombre de lipides et de lipides toxiques. Donc aujourd'hui,
on est reparti avec ce produit qu'on connaissait très bien, et en plus de repartir sur ces bases d'un produit qui est naturel, étant complètement un bioproduit, ça nous a permis d'avoir une connaissance très importante de son niveau de sécurité et d'efficacité. Bien évidemment, à cela s'ajoute tout le passé du développement de la société, à l'époque anciennement Serenis, qui avait pu mettre sur le point, en fait, des étapes de production, sécuriser la production. Et ça, aujourd'hui, ça a été le plus gros actif de cette société quand nous sommes repartis, c'est que nous étions capables de produire CER001. Nous étions, en plus de ça, au courant de sa safety, puisque c'est un biomédicament, c'est quelque chose donc de naturel. Et enfin, comment bénéficier de l'historique en termes de production, ça nous a permis de pouvoir bénéficier d'un ensemble de documents réglementaires, et notamment de savoir que ce médicament est très stable, puisqu'il est stable pour 5 ans. Ici, on a listé tout ce qui a été fait par le passé. On connaît du passé qu'il n'y a jamais eu de problème de sécurité ou d'innocuité sur le produit. Et en plus de ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu un éventail de doses, un éventail de nombre d'injections et de durée jusqu'à 18 mois qui était très important, ce qui nous permettait de pouvoir redévelopper ce produit-là de façon très, je dirais, sécuritaire, et donc de pouvoir aller chercher des professeurs qui allaient injecter ce produit à des patients pour pouvoir réinventer Abionyx. En plus de ça, on a démontré et on est reparti des fondamentaux. Alors, les fondamentaux aujourd'hui de cet appoint, de ce vecteur qui est appelé, c'est vrai, certaines fois le bon cholestérol, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres particularités. Il y a 3 particularités principales. La première particularité, ici, ce qu'on appelle en anglais scavenger. Je n'aime pas trop la traduction française de charognard, je préfère la traduction du professeur Gesualdo de savoir de taxi. C'est-à-dire, c'est vraiment aller chercher des lipides, et notamment des lipides toxiques, ce qui nous intéresse tout particulièrement dans le sepsis, pour les ramener au foie et les éliminer. La partie endothéliale, c'est une partie qui est aussi très importante, puisque ce qu'on veut ici, c'est stabiliser et rétablir un certain équilibre au niveau notamment des tissus et notamment des vaisseaux. Et enfin, quelque chose de primordial, et ça, on a déjà des éléments à la fois dans le Covid et maintenant dans l'infection donc gram négatif, les effets au niveau anti-inflammatoire de ce produit qui est basé sur l'appoint. Et l'appoint, je rappelle, est une protéine qui est l'une des plus importantes dans le corps humain et qui a donc des fonctions majeures. Alors, depuis 2019, vous avez remarqué, on a eu déjà un certain nombre de publications. On a eu 4 publications dans le domaine de résultats cliniques. Et lorsqu'on est reparti avec des professeurs. Pourquoi ? Parce que ce sont ces professeurs-là qui injectent nos produits, en l'occurrence CER001, à des patients, à des malades. Donc, ce sont auprès de ces gens-là qu'on a eu beaucoup de discussions et qu'on a voulu voir comment on pouvait avancer. L'histoire, et aujourd'hui, les conclusions à l'époque ont été que nous devions repartir sur des pathologies rares, des pathologies très sévères, qui sont en accord aujourd'hui avec notre raison d'être, qui est intégrée dans nos statuts. Et on a voulu repartir sur ces pathologies pour démontrer si dans des patients qui n'avaient pas d'HL ou d'HL non fonctionnel, nous avions un bénéfice clinique. Oui, nous avons eu un bénéfice clinique. À l'issue de ce partie, on va dire, rénale, nous avons avancé dans une seconde étape dans la partie Covid et aujourd'hui avec les résultats dans le sepsis avec une infection gram négative dont on va reparler. Alors, c'est quoi le L4 ? Alors, le L4, on peut discuter, c'est ultra rare, on est conscient que c'est ultra rare, c'est quelque chose qu'on apprécie. Cependant, c'est des gens qui, lorsqu'ils vont arriver autour d'une trentaine d'années, vont se retrouver avec une situation rénale qui va commencer à décliner et qui va décliner très, très rapidement. Une fois que ces patients déclinent au niveau de leur filtration rénale, ils vont se retrouver dans des situations où ils vont devoir être mis en dialyse et malheureusement très rapidement transplantés. On a traité ainsi une patiente à Toulouse qui déclinait très rapidement dans sa fonction rénale. On a traité un autre patient, par exemple, qui est publié aussi en Italie,
où là, c'était une personne qui avait déjà subi ou déjà eu plusieurs transplantations rénales et qui était en train de perdre un nouveau greffon grâce ou à cause, excusez-moi, de cette pathologie. Donc, en plus de ça, de ces événements rénaux, ces patients-là vont accumuler au niveau de la cornée un certain nombre de lipides. Et à l'accumulation de ces lipides, les conduit malheureusement à avoir une perte de vision. Et quand vous voyez ici l'œil sur cette présentation, vous vous doutez bien que ces gens-là, malheureusement, vont se retrouver dans un brouillard, et ce brouillard va être de plus en plus important. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution thérapeutique pour ces patients-là. Et ces patients-là, si on reprend l'exemple de la patiente du professeur Faguer, malheureusement, doivent arrêter de travailler. Donc nous, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les patients L4, et on va avoir, je vais partager avec vous, par exemple, un résultat, c'est le suivant. Lorsque vous avez, donc, vous pouvez, donc, on va rentrer un tout petit peu dans la science et dans ce schéma. On voit que, donc, en bas, vous avez le nombre de jours et on voit que sa fonction rénale décline. Il faut savoir qu'une fonction rénale doit être au-dessus de 90. Donc, quand vous rentrez dans une zone qui est en dessous de 60 ou de 50, vous rentrez dans une zone qui est dangereuse. Et lorsque vous êtes avec un niveau qui est entre 15 et 20, on va dire, vous allez devoir être mis sous dialyse. Donc, on voit bien que cette patiente-là était à peu près 300 jours avant le début du traitement avec un niveau qui devenait inquiétant et qu'elle était sur une pente qui malheureusement était très déclinante. Et lorsqu'on se projette, si on veut essayer, on se rend compte que cette patiente-là aurait dû être dialysée au plus tard dans les 60 jours après le début du traitement. Donc ce qui s'est passé, c'est que le professeur Faguer, lorsqu'il a eu cette patiente-là en consultation, nous a contactés. Et lorsqu'il nous a contactés, ce professeur nous a dit, écoutez, j'ai une patiente qui a un problème génétique, problème L4. Ce problème-là, évidemment, en tant qu'expert, on savait que c'était un problème qui était lié au HDL. Et il nous a proposé de traiter cette patiente-là en utilisant notre produit. Il a donc fait la demande auprès des autorités sanitaires, et en l'occurrence l'ANSM, de demander ce qu'on appelait à l'époque une autorisation temporaire d'utilisation, ce qu'aujourd'hui on appelle un accès compassionnel. C'est le même principe, ce sont les noms qui ont changé, pour traiter cette patiente. Ce qu'on voit ici, à partir du T0, c'est qu'à partir du moment où nous avons traité la patiente, nous avons eu un effet sur la stabilisation de sa fonction rénale. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, nous sommes en pleine période Covid, durant le premier Covid, et donc au bout de quelques mois, compte tenu de la pression qu'il y avait et un certain nombre de choses, le professeur Faguer a arrêté le traitement, compte tenu, si vous voulez, de sujets en pharmacie avec la préparation de notre produit. Quand je dis sujet, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le produit, c'est qu'à un moment, ça devenait très compliqué compte tenu de la charge de l'hôpital. Et donc, à ce moment-là, on a pris la décision de stopper le traitement momentanément. Et comme vous pouvez voir, à l'issue de cet arrêt de traitement, il y a une stabilité. Le professeur Faguer a aujourd'hui, dans la conférence de presse, précisé que cette patiente-là, après, avait continué de bénéficier de cette stabilité-là. Cette patiente-là a simplement reçu un mois de traitement, à peu près 9 mois après le premier traitement, et de suite, elle a été donc encore stabilisée. Donc ça, c'est des résultats qui sont très encourageants et qui, à ce moment-là, ont été un tournant pour la société. Ajouté à quelque chose de très important, c'est que cette patiente-là, qui avait donc une vue qui était fortement diminuée, qui ne pouvait plus lire, qui avait ce qu'on appelle un trouble nocturne, cette patiente-là a récupéré en quelques semaines une vision et une capacité à la fois de lire, ce qui lui a permis de reprendre le travail. Donc ici, on a eu 2 événements majeurs. On a eu premièrement un effet au niveau rénal, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'au niveau de la fonction rénale, on était capable d'éliminer des lipides, et notamment un type de lipide toxique qui est particulier à cette maladie orpheline. Et en plus de ceci, que nous étions capables de réduire l'inflammation au niveau du rein de cette patiente afin, si vous voulez, de stabiliser la fonction rénale. Malheureusement, cette personne-là avait une fonction rénale et notamment des reins qui malheureusement étaient déjà abîmés et donc on ne pouvait pas attendre mieux que cette stabilisation.
Enfin, côté ophtalmologie, et c'est là qui a conduit l'an dernier aux travaux que nous avons initiés, et je vais de suite répondre à une question qui, je suis certain, va intervenir. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de l'ophtalmologie. Nous allons revenir vers vous rapidement pour vous présenter notre stratégie ophtalmologie. Ceci dit, je rappelle pour mémoire que nous avons fait l'acquisition d'Iris Pharma l'an dernier dans le cadre de ces résultats, puisque nous avons continué, nous avons travaillé avec aujourd'hui Iris Pharma, qui est notre filiale, pour développer et avancer ce biomédicament, ce produit dans les thérapies ophtalmologiques. Alors, en conclusion, sur la partie L4. Sur la partie L4, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a déposé rapidement, à cette époque-là, auprès des autorités européennes et des autorités américaines, un dossier pour demander ce qu'on appelle la désignation de maladie orpheline. Cette désignation de maladie orpheline est très importante puisqu'elle apporte un certain nombre de bénéfices dans le cadre des discussions avec les autorités pour pouvoir obtenir l'enregistrement le plus rapidement possible, mais aussi une exclusivité de marché. Il faut savoir que nous avons obtenu 2 désignations de maladie orpheline, à la fois européennes et américaines, et de 2, nous en avons fait 4. Pourquoi ? Parce que les autorités nous ont accordé à la fois la désignation de maladie orpheline pour l'ophtalmologie, mais aussi pour l'application rénale. Dans l'ophtalmologie, ça s'appelle certaines fois le fisheye disease. Nous avons donc aujourd'hui, nous sommes repartis de l'insuffisance rénale. Nous avons démontré que nous étions capables de stabiliser la fonction rénale, de réduire l'inflammation au niveau des reins. Nous avons continué avec le Covid. Le Covid, il faut savoir que les patients graves sont atteints d'un sepsis. Et je vais introduire ici une notion qui est importante, c'est qu'on peut avoir un sepsis soit viral, ce qui est le cas du Covid, soit un sepsis bactérien, ce qui est le cas de l'infection gram-négative que nous avons traitée dans l'étude RACERS. Et enfin, après donc, des résultats positifs dans le Covid, des résultats maintenant positifs et je vais même dire très positifs, et je suis très heureux des résultats de RACERS, nous avons l'ophtalmologie pour lequel nous reviendrons vers vous puisque nous y sommes engagés et nous le ferons rapidement maintenant. Donc, non, celle d'après, s'il vous plaît. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de RACERS. Alors, on en est arrivé comment ? Vous allez me dire, vous êtes parti du rein, on termine dans le sepsis, infection gram-négative, c'est quoi la liaison ? Alors, la première chose, c'est que lorsqu'on a travaillé avec les professeurs, notamment le professeur Nitali Gesualdo, on s'est intéressé quelles étaient les pathologies où nous avions une baisse significative, pour ne pas dire majeure, des niveaux d'HDL, autrement dit des niveaux de la protéine d'ApoA1. Et aujourd'hui, lorsque vous faites un sepsis, la nature est ainsi faite, et même très bien faite, que ces taxis, pour reprendre son expression, vont être mises à très rude épreuve pour éliminer le plus rapidement possible à la fois des lipides, mais surtout des lipides toxiques, afin de réduire votre infection et afin de réduire notamment l'orage cytokinique. C'est donc ici une publication qui met en avant ces données. Et en plus de mettre en avant ces données, vous avez une corrélation qui est directe entre l'évolution entre votre niveau de protéines d'ApoA1 et donc de HDL avec la chance de survie, que ce soit à 1 mois ou que ce soit à 1 an. Je vais aussi rajouter un dernier élément sur cette slide. Lorsque vous êtes en réanimation, que vous avez un sepsis, il est évident que vous n'avez pas un organe généralement qui va être défectueux. Vous allez avoir besoin de suppléance, et c'est un mot que nous avons mis dans le communiqué de presse, de suppléance d'un ou plusieurs organes, et malheureusement, souvent, c'est minimum 2 organes. Et cette suppléance, elle sert à aider votre corps à pouvoir récupérer et à pouvoir passer cet orage cytokinique. Donc, en résumé, ici, on s'est intéressé à un développement où les niveaux d'ApoA1, cette protéine qui est aussi importante, s'effondrent
en l'espace de quelques heures dans le cadre de l'orage cytokinique. Et le lien avec le rein, il est fait. Pourquoi ? Parce que l'un des premiers organes qui va être touché dans le cadre d'un sepsis sont les reins. Et malheureusement, même si aujourd'hui on met les patients sur dialyse, c'est souvent un très mauvais signe. Donc, comme nous avions eu un très bon signal, avec le professeur Faguer et le professeur Gesualdo, nous avons donc décidé d'aller de l'avant. Alors, la septicémie, le sepsis, c'est un problème qui est majeur. C'est la 3e cause de mortalité aujourd'hui dans le monde. C'est donc quelque chose qui est plus qu'important, c'est quelque chose sur lequel on doit trouver des solutions pour avancer. Malheureusement, à ce stade aujourd'hui, il n'y a eu que très peu d'avancées et les développements ont souvent été pas vraiment couronnés de succès. En parallèle de ça, c'est 26 millions de patients qui aujourd'hui sont concernés chaque année dans le monde, avec, comme nous l'avons mis dans le communiqué de presse, plus de 13 millions de décès. Et enfin, il y a un élément important, on a un petit chiffre qui fait 1,5%, qui est la croissance sur cette slide, mais qui est majeur parce que ça veut dire que d'ici à 50 ans, on aura plus de la moitié en plus de cas de sepsis. Et je terminerai sur cette slide en vous disant que le sepsis touche tout le monde. Un sepsis peut toucher un bébé, peut toucher un enfant, peut toucher un adolescent, un jeune adulte, un adulte, une personne âgée et une personne en fin de vie. C'est donc tout le monde qui peut être touché par un sepsis et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceci est cohérent avec notre raison d'être qu'on a mis dans la société et je vais même aller un cran au-delà, c'est une raison d'agir aujourd'hui pour pouvoir aider avec un produit qui aujourd'hui, nous en sommes convaincus, a toutes les caractéristiques pour le faire. Alors, on va essayer de définir rapidement le sepsis. Le sepsis, c'est quoi ? C'est un certain nombre de critères. Vous avez des critères qui sont identifiés par les médecins, typiquement un niveau de globules blancs, typiquement un rythme cardiaque, typiquement un rythme respiratoire, une température. Tous ces éléments vont être identifiés rapidement lorsque vous êtes pris en charge à l'hôpital. C'est ce qu'on va appeler le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Dès que vous en avez 2 qui sont identifiés et que vous avez une infection qui est suspectée ou non, alors vous êtes en sepsis. Malheureusement, le sepsis peut devenir de plus en plus sévère et aller jusqu'au choc septique. Et lorsqu'on arrive en choc septique, on arrive malheureusement avec des niveaux de mortalité qui peuvent être excessivement élevés. Et c'est donc tout l'intérêt pour nous d'essayer d'aider ces patients-là à stopper cet orage cytokinique, baisser cette infection pour pouvoir les aider à survivre et à sortir de réanimation le plus rapidement possible. Sur ces éléments, on a donc décidé, avec le professeur Gesualdo, de suivre une approche scientifique. C'est-à-dire que nous avons d'abord travaillé in vitro. Alors, in vitro, ça va nous rappeler tous notre jeunesse pour ceux qui ne sont pas, je dirais, dans le domaine. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire on a des boîtes de pétri, comme à l'école, on fait des cultures et on vérifie dedans qu'on a ce qu'on cherche. Et nous, ce que nous cherchions au départ, c'est nous assurer que les endotoxines, ce que dans le jargon on appelle le LPS, effectivement, vont être liés avec CER001 et donc ce côté taxi était démontré. On a fait une deuxième tranche d'études. Cette fois-ci, on est passé de l'in vitro à l'in vivo. Et dans ces résultats in vivo, qui seront publiés rapidement, on a aussi démontré des effets très importants. Et nous avons démontré, alors c'est un modèle qui vous allez vérifier avec la présence d'infections gram négatives, que nous appelons le LPS, que entre les groupes traités versus les groupes contrôle, vous avez une évolution. Donc, nous avons eu d'excellents résultats et dans cette étude in vitro, nous avons fait baisser la mortalité de façon très importante. Et donc, tout naturellement, lorsqu'on a fait cette démarche scientifique, nous arrivons ensuite à la démarche clinique. Et donc, la démarche clinique, comme je le disais à l'introduction
et au début de cette présentation, compte tenu du fait que nous étions capables de produire ce médicament, ce que nous sommes aujourd'hui les seuls au monde, qu'en plus de ça, nous avions une sécurité et une innocuité du produit qui était exceptionnelle, nous avons pu lancer cette étude clinique. Cette étude clinique a été lancée avec le professeur Loreto Gesualdo. Elle a une particularité, c'est une étude qui a été faite en partenariat avec l'Université de Bari et en partenariat avec le consortium CBVF, et elle a été entièrement financée par ces équipes. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est pour ça qu'aujourd'hui, le professeur Loreto Gesualdo a annoncé à Milan lundi tous les éléments principaux au niveau de l'étude clinique. Pourquoi? Parce que nous avions un accord qui devait communiquer le premier. Ensuite, cette étude-là avait pour objectif d'aller tester ce qu'on appelle la dose. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, la démarche et l'approche que nous avons prise dans le sepsis, en l'occurrence bactérien, était d'aller restaurer une fonctionnalité naturelle, une fonctionnalité que nous avons tous et qui fonctionne très bien et qui, lorsque vous avez une infection, se retrouve un petit peu dépassée par les événements. Et donc, on a fait 3 doses, une dose faible, une dose moyenne, une dose élevée, comparée à ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon le standard of care, et ce qu'aujourd'hui on peut traduire en français, qui est le traitement qui est normalement administré à tous les patients qui sont pris en charge dans les hôpitaux. Alors, le sepsis, c'est quelque chose qui est grave, très grave. Et ce que je voudrais partager avec vous ici, rapidement, c'est l'importance et les conséquences de ce sepsis. Les médecins, pour être capables d'évaluer votre niveau de dangerosité, évaluent ce qu'on appelle un SOFA score. Ce SOFA score, il est représenté ici. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez un certain nombre de critères qui sont pris en compte. Les reins, dont je parle, le foie, bien évidemment tout ce qui est lié à la coagulation, c'est-à-dire la partie endothéliale. Et suivant le niveau de gravité d'atteinte de ces organes ou de ces compartiments, vous avez une notation et vous avez un score qui est donné. En fonction de ce score, vous classifiez les patients et le patient a un score qui malheureusement peut évoluer dans le mauvais sens et qui, bien heureusement, pour nombre d'entre eux, va évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire dans l'étude clinique que nous avons fait, c'est que nous avons une répartition de ce SOFA score de façon homogène et cohérente avec la population, c'est-à-dire que nous avons en gros la moitié des gens qui sont inférieurs à 8 et nous avons la moitié des gens qui sont supérieurs à 8. Autrement dit, vous avez, et dans notre étude Racers, nous avons des patients qui ont pu avoir un risque élevé jusqu'à 90% de décès et à l'inverse, d'autres qui avaient un risque qui était autour de 20 ou 30%. Alors, on va parler des résultats maintenant et je vais reprendre les éléments du communiqué de presse et je vais essayer de donner un petit peu plus de couleur, même si, comme le modérateur vous l'a dit en introduction, on ne pourra pas donner d'éléments chiffrés parce que compte tenu de la qualité des résultats que nous avons, le professeur Loreto Gesualdo souhaite avoir une très belle publication et compte tenu de cette publication à venir, nous devons un embargo par rapport au journal qui va accepter la publication. Alors, on a eu des effets majeurs. Vous l'avez entendu au début de cette présentation, le professeur Loreto Gesualdo a précisé qu'on avait une notion de significativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même sur des groupes, et c'est une étude de petite taille, c'est 20 patients, nous avons déjà des effets qui sont majeurs. On a des effets sur quoi? Au niveau des endotoxines. Alors, les endotoxines, c'est l'élimination de cette infection, comme je disais, en utilisant ce taxi. La deuxième étape, c'est cet orage cytokinique ou cette tempête cytokinique dont on a tant entendu parler durant la période Covid, qui est présente dans les sepsis, qui soient d'origine bactérienne ou qui soient d'origine d'infection gram-négative. Et ensuite, cette fonction très importante, qui est la fonctionnalité endothéliale
et qui permet, comme l'a dit le professeur Faguer dans sa vidéo, de récupérer et notamment de permettre aux gens de diminuer ce besoin d'oxygène qui est tant indispensable, malheureusement, lorsque les gens ont un sepsis grave et important. Et enfin, et ça, ce n'est pas neutre, et je vais être assez honnête avec vous, ce n'est pas des choses qui étaient anticipées dès le départ. Nous avons déjà, compte tenu des effets que nous avons sur ces 3 paramètres, des conséquences et des tendances. Alors, pourquoi on appelle tendance? Parce que c'est un petit groupe et qu'on ne peut pas conclure sur un petit groupe. On devra bien évidemment passer à une prochaine étude clinique, ce dont je suis certain on parlera et qu'on abordera dans les questions-réponses. En attendant, nous avons déjà vu 3 effets majeurs. Nous avons constaté que les patients traités ont réduit leur présence en soins intensifs par rapport à ce que je vais appeler les patients non traités, c'est-à-dire les patients qui ont reçu tout le soin nécessaire qui est aujourd'hui approuvé par les autorités réglementaires. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que nous avons constaté qu'il y avait une diminution au niveau du besoin d'assistance et, si on veut utiliser un mot scientifique, la suppléance d'organes que nous avons mentionné dans le communiqué de presse. Et enfin, la conséquence de tout ça, vous me direz, paraît logique, mais on l'a aussi vu en tendance, c'est que vous avez une réduction de la mortalité à 30 jours, ce qui, pour tout un chacun que nous sommes, qui potentiellement aujourd'hui pourrait avoir de la famille, des amis ou même nous-mêmes touchés un jour ou l'autre, cherchons à faire. Et aujourd'hui, je l'ai dit, vous n'avez pas de solution thérapeutique à court terme lorsque vous rentrez. Pourquoi? Parce que les antibiotiques et l'antibiothérapie, même à spectre large, met entre 1 journée et 2 jours à se mettre en place. Alors, on va revenir sur le mécanisme de notre produit. Alors, notre produit, une fois encore, c'est un bioproduit, c'est un produit naturel, c'est quelque chose qui est tout à fait conforme et en accord avec ce que fait normalement la nature pour aider le corps humain à éliminer le plus rapidement possible ces 3 effets. Donc, on a ici voulu rassembler ces effets avec 4 R. Le premier, si je peux avoir la slide d'après, s'il vous plaît. Le premier, c'est-à-dire l'élimination de ce LPS. Alors, on peut rentrer dans le jargon, les lipopolysaccharides. Je pense que le sujet n'est pas là ce soir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce LPS, qui est en fait circulant, il faut comprendre que si vous voulez, ce LPS va être circulant, notamment dans toute la paroi sanguine. Et lorsqu'il va être circulant, c'est lui qui malheureusement va contaminer de plus en plus d'organes. Et c'est pour ça que si vous voulez, le sepsis est une maladie systémique, que ce n'est pas une maladie qui n'est réservée qu'à un seul organe. Et bien évidemment, plus vous avez d'organes atteints, plus vous avez une situation grave. Il faut savoir que ce LPS, même à des doses très très faibles, est ultra toxique pour le corps humain. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que vous avez le LPS qui va être détecté par des leucocytes. On va généraliser ce soir en disant des globules blancs qui vont déclencher une réponse pour se protéger. Et en déclenchant cette réponse pour se protéger, vont envoyer des messagers. Et en envoyant des messagers, vont déclencher en fait ce début d'orage cytokinique et donc ce sepsis. Pourquoi? Parce que, comme toujours, et c'est le même exemple que dans la circulation, quand au bout d'un moment, vous avez trop de monde, trop de taxis, et bien vous avez des embouteillages et c'est comme un orage cytokinique. C'est à ce moment-là que vous avez beaucoup de choses qui sont bloquées et que la machine, je dirais, s'emballe. L'action numéro 2, si je peux la voir, schématise ici. Alors, on ne va pas rentrer dans la science ce soir et des experts le feraient, je ne le permettrai pas. Lorsque vous avez cette réponse qui est donnée, vous avez tout un nombre de messagers qui sont envoyés. Ces messagers, principalement, les plus connus, on parle d'IL6. Et vous avez noté que le professeur Gesualdo a mentionné un effet très important et significatif
notamment sur cette interleukine. Vous avez d'autres messagers, les IL-8 et les TNF-alpha. On reviendra dès que nous aurons la publication. On pourra partager avec vous les résultats. Sachez qu'une fois encore, nous avons été capables de réduire cette aura cytokinique de façon très importante et dans un délai très court, de façon cohérente avec le Covid, puisque nous l'avions déjà constaté dans le Covid. Ensuite, nous avons réduit ici la tempête ou l'aura cytokinique. Ensuite, nous arrivons dans la dernière étape, l'étape endothéliale. Vous m'excuserez avant de, entre guillemets, la soirée ou avant d'aller à table, tôt ou tard, ce soir, des photos. Aujourd'hui, les effets endothéliaux sont majeurs. Je vais simplement prendre un seul qui est en bas à gauche. Je pense notamment aux quantités d'urine, aux couleurs d'urine. Et quand vous avez ce genre de phénomène, c'est ce que vous pouvez voir ici. Vous pouvez aller jusqu'à ne plus avoir d'urine. Et donc, on sait que c'est quelque chose de majeur, notamment vis-à-vis des reins. C'est donc toute cette microcirculation qui est importante. Et aujourd'hui, l'effet endothélial, il faut imaginer que nos vaisseaux ont des parois et que ces parois, lorsqu'elles sont écartées, quelque part, vous avez des fuites. Et lorsque ces parois sont étanches, ou tout du moins permettent des échanges normaux, eh bien, vous n'avez pas toute cette perméabilité et donc toutes ces fuites. Donc, ces effets endothéliaux, nous les avons observés, notamment sur des paramètres qui s'appellent VCAM, des paramètres qui s'appellent ICAM, si on veut rentrer en jargon. Et là, une fois encore, nous pourrons communiquer de très bons résultats sur ces paramètres. Alors, en résumé, on a un produit qui fait trois choses et ces trois choses nous permettent d'améliorer la situation des patients en réanimation. Et comme on l'a vu, de réduire le nombre de jours en soins intensifs, de réduire la suppléance ou le besoin d'assistance des organes, d'un ou plusieurs organes, et enfin, d'avoir, in fine, une tendance au niveau de la mortalité. C'est-à-dire qu'on retire l'infection, le LPS, on réduit l'inflammation, on restaure la fonction endothéliale. Autrement dit, ça permet aux patients d'avoir moins besoin d'oxygène, et donc ça nous permet de rétablir plus rapidement un patient. Ça, aujourd'hui, ce sont des effets qu'on appelle pléiotropiques. Ce sont des effets qui sont donc très divers. Et c'est ça, aujourd'hui, la force de ce biomédicament, c'est que la diversité de ces effets fait qu'aujourd'hui, dans une pathologie qui est systémique et qui induit énormément de choses, nous avons une chance de pouvoir la combattre et nous avons une chance de pouvoir apporter aux patients un bénéfice clinique pour pouvoir sortir de réanimation le plus rapidement possible et de se retrouver hors de la zone de danger. Donc ces 4 R sont primordiaux. Dans cette notion de septicémie, il y a une autre notion qui est primordiale aussi, c'est la notion de durée. Et nous connaissons tous des gens qui malheureusement ont été pris en charge trop tard et se sont retrouvés dans des situations cliniques qui étaient beaucoup plus graves ou très graves. Pourquoi ? Parce que dès que vous rentrez et que vous êtes pris en charge à l'hôpital, quasiment concomitamment à l'identification que vous avez un sepsis, vous allez recevoir un antibiotique, une antibiothérapie, généralement à spectre large, puisqu'à ce moment-là, on ne connaît pas encore exactement la source de l'infection. Malheureusement, aujourd'hui, même si les antibiotiques restent très effectifs et très efficaces, nous avons une difficulté, c'est qu'ils mettent 24 à 48 heures pour pouvoir être efficaces. Et si jamais vous n'avez pas le bon antibiotique, malheureusement, vous perdez encore plus de temps. Dans cette période-là, qui est une période, je dirais, grise, c'est une période où là, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de solution, si ce n'est la suppléance d'organes avec la dialyse ou d'autres événements. Ce que nous, on propose aujourd'hui, en restaurant le niveau naturel de cette protéine, c'est d'aider le corps à éliminer au maximum toute cette infection, cette inflammation, à réduire cette inflammation et à améliorer cette fonction endothéliale. C'est donc pour ça que nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de traiter les patients dès l'arrivée, dès leur prise en charge, ce que nous avons fait pour améliorer
et ainsi limiter cet orage cytokinique à venir et limiter ses effets. C'est donc une approche qui est combinée aux antibiotiques et qui va bénéficier à tout le monde dans notre développement à venir et dans les patients qui ont été traités jusqu'à présent. Alors, je peux peut-être passer à la suite. Voilà, donc, ce que je voudrais terminer, parce que je suis convaincu que tout le monde, après cette présentation, notamment sur Racers, adorerait voir des courbes magiques, adorerait voir des p-values, adorerait voir des séparations entre les groupes traités et le groupe qui n'est pas traité. Malheureusement, comme je l'ai rappelé, depuis que j'ai été nommé directeur général, la priorité est donnée aux publications scientifiques. Aujourd'hui, compte tenu de la situation de cette société-là, côté, bien évidemment, nous avons annoncé tout ce que nous considérons comme étant les éléments les plus importants de l'étude. Nous verrons et nous aurons le temps de pouvoir en reparler avec la publication. Cependant, on a déjà une publication dans le Covid qui est très intéressante et qui démontre notamment tout cet effet au niveau de l'orage cytokinique. C'est une publication qui a été publiée dans Frontiers assez récemment et qui est aujourd'hui disponible sur Internet pour votre lecture et nous répondrons à toutes les questions que vous avez. Il y a des résultats sur la slide d'après et sur la slide d'après, vous allez me dire c'est à peu près illisible et je vais vous répondre simplement qu'ici, on a démontré que lorsqu'on avait un orage cytokinique, on était capable, dès l'injection, de faire réduire cet orage de façon très rapide. Le professeur Faguer, aujourd'hui, dans la conférence de presse, a rappelé lui-même que ces patients-là qui étaient immunodéprimés, qui avaient reçu une thérapie qu'on appelle anti-IL6, c'est-à-dire contre une inflammation particulière, qui avaient reçu du plasma, n'avaient malheureusement pas de réponse suite au traitement en cours. Ces patients-là ont bénéficié de la thérapie HDL. En tout état de cause, ce que nous pouvons dire, c'est que 3 des 4 patients ont pu rentrer et sortir de l'hôpital après quelques jours, puisque le professeur Faguer a déclaré aujourd'hui qu'entre le 4e et le 5e jour, ces patients étaient rentrés et étaient donc sortis de l'hôpital. Ça, c'est des éléments qui aujourd'hui sont certes à un petit nombre de patients. C'est un usage compassionnel qui a été autorisé qui a été autorisé dans le cadre, je dirais, d'un usage compassionnel avec le professeur Faguer et bien évidemment en accord avec les autorités. Il est évident qu'aujourd'hui, ça reste un petit nombre, que tout ça doit être confirmé dans le futur, mais c'est déjà et d'ores et à présent quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que cela démontre que nous intervenons au plus haut de la cascade du sepsis, puisque que vous ayez un sepsis bactérien ou que vous ayez un sepsis viral, on voit déjà que nous avons des effets au niveau de cet orage cytokinique qui est commun à ces deux pathologies. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est suffisamment haut dans la cascade pour avoir des effets sur l'ensemble du sepsis, ce qu'aujourd'hui nous cherchons pour le futur de la société, même si nous avons fait un focus principalement sur un sepsis bactérien. Alors, en conclusion, on a un biomédicament. Qui a un très gros actif, c'est qu'on est capable de le produire. On en parlera peut-être dans les questions, mais aujourd'hui, il nous reste encore quelques centaines de flacons. On a une production qui est en cours. On pourra relancer une nouvelle campagne dans le futur. En tout cas, on a déjà une production qui est en cours de quelques milliers de flacons. C'est un produit qui est d'une innocuité et d'une sécurité aujourd'hui qui est exemplaire, qui permet la poursuite des développements que nous envisageons. C'est aussi un produit pour lequel aujourd'hui nous avons renouvelé notre propriété intellectuelle. Renouveler la propriété intellectuelle, ça veut dire que le produit avait à l'origine une protection que nous appelons, d'un point de vue anglo-saxon, composition of matter. Aujourd'hui, on est venu rajouter ce qu'on appelle des brevets d'utilisation sur ce produit pour pouvoir continuer les développements.
tous ces travaux au niveau brevet ont lieu depuis les 2 dernières années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un niveau de protection des brevets qui a plusieurs niveaux. On a bien évidemment la protection d'origine. On a tous les nouveaux brevets que nous avons redéposés à la fois dans le sepsis, mais aussi au niveau rénal. Et je fais un clin d'œil à l'ophtalmologie, puisque nous avons aussi renouvelé les brevets, déposé des brevets en ophtalmologie. Et en plus de ça, nous bénéficierons, si jamais toutes ces barrières-là ne suffisaient pas, de brevets au niveau de la production. Nous venons encore de redéposer des brevets en termes de production, et à cela viendrait in fine s'ajouter une protection parce qu'aujourd'hui c'est un biomédicament et que suivant qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, on bénéficiera aussi de protection de 10 ou 12 ans. Aujourd'hui, j'ai utilisé un mot tout à l'heure qui est pliotropique, c'est-à-dire que ce produit-là, ce sont, vous savez, les 4 R que nous avons vus. Ce produit fait principalement 3 choses de façon très importante. Et lorsqu'il fait ces 3 choses-là, eh bien, on voit qu'on a déjà des signaux qui sont plus qu'encourageants, puisque aujourd'hui, lorsque vous faites une étude de cette taille-là, vous espérez atteindre le critère principal. Je n'ai pas défini ce que ça veut dire un critère principal, c'est-à-dire c'est l'objectif, c'est qu'est-ce qu'on veut arriver, dans le meilleur des cas, à voir comme résultat dans une étude clinique lorsqu'on compare un traitement par rapport à des patients non traités. Eh bien, nous l'avons atteint. Et derrière, généralement, lorsqu'on développe, on met un deuxième critère. Et ces deuxièmes critères, vous avez toute une liste de critères dedans, d'éléments. Eh bien, ceux-là aussi ont été atteints. Et généralement, ces critères vous servent, si jamais vous n'avez pas atteint le premier, à essayer de trouver des sous-groupes pour pouvoir, je dirais, aider au développement du produit. Nous avons atteint tous les critères principaux et les critères secondaires. Ensuite, et après on passera rapidement aux questions, nous avons un portefeuille de produits sur lequel nous ne sommes pas revenus aujourd'hui, mais vous avez bien compris qu'on a toute la maladie orpheline. Nous avons maintenant toute l'approche sepsis, où nous avons 2 options. Une option qui est aujourd'hui déjà avec des résultats cliniques en infection bactérienne, gram négatif. Une option qui devra continuer à être développée sur la partie virale et la partie ophtalmologique, où nous reviendrons rapidement vers vous pour vous présenter notre stratégie. Et enfin, je fais partie des actionnaires importants de cette société. C'est pour ça aussi que je serai très vigilant par rapport à tout ce qui viendra. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette société n'a pas eu de dilutif financier classique comme d'autres sociétés l'ont fait. Et on est aujourd'hui tous engagés. L'équipe dirigeante est le premier actionnaire de la société, si je puis dire ainsi. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est de continuer à aider les patients et c'est de continuer à démontrer qu'aujourd'hui, un produit basé sur l'appoint, à partir du moment où on veut restaurer un niveau d'appoint, une fonctionnalité, a des bénéfices majeurs pour les patients pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et je dirais même au-delà, aller sortir de l'hôpital le plus rapidement possible. Ok, merci. Oui, pardon. Non, Cyril, merci beaucoup pour cette présentation. On a un timing, évidemment. Il faut que les gens puissent poser l'ensemble de leurs questions. Je vous précise que vous pouvez poser des questions dans la fenêtre questions qui est évidemment dans votre tableau de bord. On va tout de suite commencer par des questions. Première question, Cyril. À quelle date pensons-nous que cette publication scientifique, évidemment, paraîtra ? Je pense que c'est des données qui sont très attendues et pour crédibiliser tout ce discours qui a été donné, est-ce qu'on a une idée d'où en est cette publication aujourd'hui et de la date à venir ? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien connaître la date. Je ne la connais pas. Et ce qu'on sait, c'est que beaucoup de publications ont pris beaucoup de retard dans le cadre du Covid. J'espère que si vous voulez, avec maintenant, on va dire, les effets Covid qui passent, qu'on pourra avoir la publication le plus rapidement possible. Je pense qu'il faut être assez humble. Ça va prendre un certain nombre de mois. Et généralement, ce sera, j'espère, concomitamment, pas loin à un grand congrès scientifique où on pourra, en plus de la publication,
présenter au Congrès tous ces résultats. Donc je ne pense pas que ce sera dans ce trimestre-là, loin de là. Je pense qu'il faut viser plutôt le deuxième semestre de cette année pour avoir tous les résultats et tout le détail des résultats qui permettra de donner des couleurs sur toutes les conclusions que je viens de vous donner et qui aujourd'hui sont très, très, très encourageantes. Merci. Si on reste sur le sepsis, il y a une question sur le coût de la réanimation. Est-ce qu'on a une idée un peu en gros, de l'économie qui est faite par rapport évidemment à la durée d'hospitalisation et des résultats dans la tendance qu'on a observée sur ces résultats RACERS? Alors aujourd'hui, le coût de réanimation varie dans les pays Nord-Amérique, Europe, à peu près entre 3 000 et 15 000 euros par jour. Souvent, ces coûts-là sont des coûts d'hôpitaux. Et si jamais, comme dans certains pays c'est le cas, c'est moins le cas en France, vous rajoutez ce qu'on appelle des filtres pour aider à éliminer le LPS, vous pouvez rajouter facilement entre 4 et 6 000 euros. Autrement dit, aujourd'hui, le coût d'un patient en réanimation qui reste en moyenne entre 7 et 10 jours est un coût très important parce que nous sommes entre 30 000 et 150 000 euros si on part côté US. Aujourd'hui, le bénéfice clinique, enfin le bénéfice vis-à-vis des payeurs, comme on appelle ça en Nord-Amérique, ou vis-à-vis des autorités de santé, nous sommes convaincus qu'il pourra être important. Pourquoi? Parce qu'on a vu une réduction dans le nombre de jours de présence en soins intensifs. Il y a une question sur l'étude. Est-ce qu'on a observé un effet dose-réponse? La réponse est oui. Nous avons observé un effet dose-réponse. Et la réponse est aujourd'hui, nous connaissons la dose avec laquelle nous pourrons continuer le développement de ce produit. D'accord. Il y a énormément de questions sur d'autres applications liées à l'orage cytokinique, notamment en oncologie. Est-ce qu'on peut imaginer que le produit soit utilisé dans le cadre de la réduction d'orage cytokinique pour des patients en oncologie sous CAR-T, par exemple? Alors aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un focus sur le sepsis. On a des brevets qui permettent de protéger ces applications. Donc, dès lors que nous voudrons étendre les applications de ce produit, nous pourrons le faire. Aujourd'hui, nous n'avons pas de données qui permettent de dire que nous aurions un effet. Cependant, ça reste des options et des opportunités pour le futur. Je pense que dans un premier temps, on va se concentrer sur le sepsis, mais ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas faire, dans le cas d'usage compassionnel ou autre, je ne sais pas, nous verrons dans le futur, ce genre d'expérimentation ou ce genre de test. En tout état de cause, le mécanisme aujourd'hui sur lequel nous avons un effet est un mécanisme qui est global, où on a déjà, que ce soit côté sepsis bactérien ou Covid, une réponse. Une question très intéressante. Est-il probable que CR01 soit autorisé sous condition pour soigner la septicémie en Europe et aux États-Unis? Alors la question est très bonne, effectivement. Je ne peux pas parler, je ne peux pas répondre au nom des autorités réglementaires, bien évidemment. Je ne peux pas aujourd'hui présager de comment seront interprétés les résultats d'une future étude. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller le plus vite possible pour permettre à un maximum de gens, si on continue de montrer ces effets-là, de pouvoir bénéficier des effets de notre médicament, de notre bioproduit CER001. La réponse aujourd'hui, on devra discuter avec les autorités. C'est pour ça qu'on a mentionné dans le communiqué de presse qu'on allait contacter les autorités donc européennes, les autorités américaines pour pouvoir discuter du type, alors on appelle ça un design dans un jargon américain, en tout cas, quelle sera la forme, la taille de la prochaine étude pour pouvoir maximiser nos chances de développement afin d'arriver le plus rapidement possible sur le marché. Peut-être qu'on peut ajouter, Cyril, que quand on est considéré comme une breakthrough thérapie, effectivement, il y a des passages réglementaires qui peuvent être plus rapides. Ça a été le cas pour le Covid, d'ailleurs, pour le vaccin. Donc, dans la mesure où on a une thérapie qui peut sauver des gens et qu'il n'y a pas de traitement existant, et vu que c'est la 3e cause de décès dans le monde, il pourrait y avoir, entre guillemets, la possibilité
que sous condition, évidemment, les autorités réglementaires puissent autoriser le produit à partir du moment où ces résultats sont considérés comme probants sur un certain nombre de patients. Il faut quand même le dire par rapport à certaines procédures. Je suis d'accord. Aujourd'hui, on va discuter avec les autorités de tous ces éléments-là. Alors, en l'occurrence, l'allusion est faite. On parle de breakthrough therapy, on parle aussi de fast track aux États-Unis. Et vous avez le pendant en Europe qui s'appelle le Prime. Tout ça sont des choses où on peut travailler avec les autorités, on ne peut déposer des dossiers ou échanger avec eux que sur la base de données cliniques. Or, nous avons les données cliniques depuis vendredi dernier au complet. C'est donc aujourd'hui que nous allons commencer à travailler avec les autorités réglementaires sur toute cette approche-là. Mais la réponse est oui, c'est possible, sûrement. Aujourd'hui, nous aurons besoin de discuter avec les autorités. Comme on parle d'AMM et d'enregistrement, est-ce qu'on peut revenir sur les AMM possibles dans le L4 ? Oui, alors au niveau du L4, donc nous avons plusieurs autorisations en cours qui continuent. Aujourd'hui, il y en a 2 qui sont publiées. Les autres aujourd'hui ne sont pas publiées, mais des patients sont en cours de traitement. Oui, et par rapport à un enregistrement en AMM et par rapport à un enregistrement en AMM, Alors, par rapport à un enregistrement en AMM, on est en train de discuter aujourd'hui avec les autorités européennes, vu qu'on bénéficie donc de la double désignation, et donc ça nous permet d'avoir des accès privilégiés, si on peut dire ainsi, dans le cadre des discussions pour le L4. Aujourd'hui, nous avons discuté et nous discutons avec les autorités afin de pouvoir bénéficier aujourd'hui de tous les éléments que nous avons donc issus de ces usages compassionnels pour pouvoir déposer le plus rapidement possible un dossier sur la base de ces résultats, compte tenu de l'ultra-rareté des patients qui aujourd'hui conduirait, si vous voulez, à lancer une étude clinique qui pourrait être très très longue et dans lequel les patients, on pourrait mettre beaucoup de temps à recruter les patients. Donc aujourd'hui, on discute actuellement pour pouvoir déposer un enregistrement dans notre objectif, bien évidemment, dès qu'on aura atteint un certain nombre de patients traités en usage compassionnel. Évidemment, si les données sont cohérentes d'un patient sur l'autre, ce qui aujourd'hui a été le cas de ce qu'on a vu chez les différents patients, pour pouvoir obtenir cette autorisation de mise sur le marché le plus rapidement possible. Dans la lignée de cette question, la société a fait part dans ses communiqués de plusieurs demandes d'ATU dans le monde. Est-ce qu'il y a d'autres ATU en cours actuellement ? La réponse est oui. Je viens de dire qu'il y avait d'autres patients en cours. Donc ça, c'est la réponse, elle est oui. Aujourd'hui, nous travaillons au niveau européen par rapport aux demandes que nous avons reçues. Nous n'avons pas encore, puisque nous n'avons pas d'enregistrement, je pense à d'autres régions du monde qui aujourd'hui ne sont difficilement accessibles pour une société comme la nôtre et compte tenu de la rareté des patients pour 1 ou 2 patients. Est-ce que, question sur le sujet, est-ce qu'il y a des contacts aujourd'hui avec des big pharma sur la base des résultats positifs obtenus depuis 2019 ? Alors, aujourd'hui, on a des contacts avec un certain nombre de sociétés pharmaceutiques. Aujourd'hui, ces gens-là sont des gens très pragmatiques. C'est des gens qui veulent voir des données cliniques. Maintenant que nous avons des données cliniques, il est évident qu'on va pouvoir échanger et avoir des discussions avec eux. Si la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est ouvert à un partenariat ? La réponse est oui. Nous sommes ouverts à un partenariat. Est-ce que c'est ce qu'on va privilégier ? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Il va falloir qu'on discute avec ces sociétés et voir quelles sont les options que nous avons sur la table. Je l'ai rappelé, je suis l'un des investisseurs importants de cette société. Dans ce cadre-là, je serai très sensible à tout ce qui est augmentation de capital, dilution, versus un partenariat pour pouvoir permettre le développement du produit. La seule chose, c'est que dans le cadre d'un partenariat, on veut s'assurer effectivement que ce partenariat permettra le développement le plus rapidement possible de ce produit pour pouvoir aider les patients, puisque une fois encore, c'est notre raison d'être, et j'ai même dit notre raison d'agir aujourd'hui pour tout ce que nous avons fait depuis le départ que je suis directeur général de la société. On a toujours précisé qu'il n'y avait pas de programme de financement avec écarter ce type de financement dans les mois qui viennent, compte tenu du financement à la fois de la septicémie et demain de l'ophtalmologie. Alors,
l'ophtalmologie, vous me permettrez d'attendre l'annonce pour voir un petit peu quelle va être notre stratégie sur cette partie-là. Pour le reste, aujourd'hui, nous n'avons pas d'urgence à court terme de financement. Aujourd'hui, nous n'avons pas dans l'objectif de mettre en place ce genre de dispositif. C'est donc pour quelque chose aujourd'hui que j'écarte en tant que directeur général pour cette société. Et en termes de financement, donc si on va vraiment dans le fond de la question, quels sont aujourd'hui les options pour le société? Si on va dans le fond de la question aujourd'hui sur le financement, donc on a bien évidemment le partenariat qui va être quelque chose que nous avons évalué, qui va être important. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais qui dit partenariat par région. Aujourd'hui, il y a par exemple l'Asie, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. On peut avoir des partenariats par, je dirais, application, puisque on a plusieurs applications aujourd'hui possibles. On est dans un domaine où beaucoup de choses sont possibles. Donc ça, ce sera évalué. Sur la partie du financement, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on va évidemment évaluer. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas, je dirais, nous baser que sur une option. Ce ne serait pas aujourd'hui raisonnable. Et donc, on va évaluer plusieurs options. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'option privilégiée ? La réponse, pas forcément. Est-ce que c'est demain l'option qu'on pourrait faire ? La réponse est oui, à condition que de faire cette opération puisse transformer la société en termes de valorisation dans un temps assez court et permettre un développement qui nous permettra de transformer et d'obtenir des résultats type phase 2/3 encourageants ou pertinents pour le futur de la société. À titre personnel, et comme un certain nombre d'investisseurs, je suis un investisseur long terme, donc on évaluera les hypothèses compte tenu, je dirais, de cette approche-là et compte tenu, une fois encore, du fait qu'on veut développer ce produit-là le plus rapidement possible. Dans le financement, il est aussi à prendre en compte, on vient de l'aborder, à partir de quand nous pourrons obtenir l'enregistrement de l'AMM pour la maladie orpheline, qui, là aussi, nous permettra d'obtenir un chiffre d'affaires et donc de transformer la société sur ces éléments-là. Une question sur la production. Où en êtes-vous sur la production de CER001 ? Alors, la production, je vais rappeler un petit peu ce qui s'est passé de façon, je ne sais pas si c'est par chance ou intuitive. On a décidé, fin 2019, de relocaliser la production en France. En relocalisant la production en France, on travaille aujourd'hui avec principalement deux partenaires. Un partenaire que je vais appeler Farepva/Bioways, qui est entre Saint-Julien en Genevois et Toulouse, et un autre partenaire qui est basé au nord de Nancy, qui est une société qui s'appelle Novacep et qui vient de changer de nom très récemment et qui, je crois, que s'appelle Explora maintenant. Donc, on a aujourd'hui, la production est faite en France. Aujourd'hui, je l'ai mentionné, il nous reste encore quelques centaines de flacons que nous pouvons utiliser dans le cadre de programmes compassionnels. Nous avons aussi aujourd'hui une campagne qui est en cours et nous prévoirons, en fonction de, je dirais, stratégies et des décisions qui seront prises à venir en accord et avec le conseil d'administration, de lancer une nouvelle campagne de production. Je l'ai dit dans la présentation, l'un des plus gros actifs de cette société, c'est cette capacité de produire le médicament et c'est cette aujourd'hui capacité de pouvoir avoir un médicament qui est passé à travers bon nombre d'agences réglementaires, puisque pour mémoire, c'est un produit qui a été utilisé par le passé au Canada, aux États-Unis, dans quelques principaux pays d'Europe et aussi en Australie. Beaucoup de questions sur la compétition et notamment sur CSL Behring qui aurait aussi une APO-A1. Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet ? Alors, c'est tout à fait vrai. Donc aujourd'hui, nous avons un compétiteur. Ce compétiteur principal s'appelle CSL Behring. CSL Behring, je vais répondre à cette question avec 2 points. Le premier point, je vais parler d'un point de vue clinique. Donc d'un point de vue clinique, c'est une société qui aujourd'hui développe ce produit-là
dans ce qu'on appelle le syndrome coronarien, c'est-à-dire c'est les développements qui ont lieu avec CER001 dans le passé. Ces gens-là ont eu des résultats de phase 2 qui étaient négatifs, où ils n'ont pas été capables de démontrer une efficacité, comme cela avait été le cas dans le cadre de CER001. Cependant, vu la capacité de financement de cette Big Pharma, ils ont décidé de lancer une étude de phase 3, en l'occurrence de 17 000 patients au début de l'étude de phase 3, pour démontrer qu'ils auraient ou qu'ils espéraient un bénéfice clinique à l'horizon 1 an. Donc aujourd'hui, on attend les résultats pour le milieu de 2023. Nous avons changé, nous avons tourné la page du cardiovasculaire. Il est évident que si jamais ils avaient des résultats positifs, ça rouvrirait une option pour que nous pourrions discuter dans le futur. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Et aujourd'hui, ce n'est pas des choses que nous envisageons. Le deuxième volet à la réponse de cette question, c'est un volet production. Ce sont des gens, leur métier est de collecter du sang et du plasma, et de collecter du sang et du plasma pour pouvoir le purifier et extraire la protéine, et donc la protéine l'ApoA1. Ces gens-là, aujourd'hui, sont donc limités par rapport à la collecte qu'ils font de plasma et de sang. Autrement dit, ces gens-là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des analystes, notamment des analystes de Citigroup qui l'a dit par le passé, sont limités aujourd'hui à traiter entre 100 et 250 000 patients suivant les évaluations qui ont été faites. Ils sont dans le monde du syndrome coronarien aigu. C'est aujourd'hui une population qui représente 1,8 million de personnes entre Nord-Amérique et Europe. Donc aujourd'hui, je pense plutôt que ces gens-là auraient intérêt à venir chercher chez nous une compétence pour pouvoir produire de façon recombinante et non pas extrait à partir de plasma ou de sang pour cet appoint. Donc voilà aujourd'hui l'état de la compétition que nous avons avec ces gens-là. Donc on va bien évidemment suivre ces gens-là et on verra aux résultats qui doivent intervenir à l'été prochain. Beaucoup de questions sur le cours de bourse. Que pensez-vous du cours de bourse actuel ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, alors là, je vais parler en tant que, à la fois ma casquette en tant que directeur général, puis à la fois en tant qu'investisseur. Moi, je suis investi sur le long terme dans cette société-là, donc même si c'est très difficile de voir ces niveaux de valorisation, compte tenu du potentiel aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir raison garder, patienter. Côté investisseur, je pense qu'il y a des gens qui ont voulu profiter d'une bonne affaire. Je rappellerai simplement que nous arrivons de quelque chose de très loin. J'ai été nommé directeur général. La société était autour de 30 centimes. On est aujourd'hui à un peu plus de 2 €. Ce n'est pas parfait. On va continuer le chemin. Jusqu'à présent, nous ne voulions pas échanger avec des investisseurs. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas réellement, je dirais, de données. On n'avait pas de choses importantes à communiquer. Maintenant qu'on a ces résultats de l'étude Racers, nous allons pouvoir, dans un jargon d'investisseurs, faire ce qu'on appelle des non-deal roadshow et pouvoir aller voir un certain nombre de gens afin de pouvoir discuter et leur présenter notre projet pour attirer le plus grand nombre d'entre eux dans cette histoire qui, à mon sens, est maintenant très convaincante compte tenu des résultats que nous avons. Ok. Des dernières questions sur les applications autres qu'il peut y avoir sur le produit, et notamment sur toutes les inflammations articulaires, rhumatismales ou dans les cancers. Est-ce que ce produit avec un effet pléiotropique systémique peut avoir des applications dans ce type d'indication ? Alors là, je vais vous répondre ma conviction. Ce sont des choses qui, lorsque nous avons discuté en 2019, quelles allaient être les opportunités ou quel allait être le chemin que nous allions prendre pour pouvoir repositionner ce produit, ce sont des choses que nous avons discutées en interne, sur lesquelles vous avez à la fois la littérature, à la fois les publications. Je pense que scientifiquement, il y a du rationnel pour pouvoir faire ce genre de choses. Aujourd'hui, compte tenu, je dirais, de l'approche que nous avons prise,
nous n'avons pas avancé dans ces pathologies-là. Ça ne veut pas dire que demain, un partenaire, nous, une autre personne pourra le faire. En tout état de cause, pour l'instant, oui, je suis d'accord avec l'idée. Oui, nous l'avions identifié lorsqu'on a repositionné le produit, mais aujourd'hui, on n'a pas, et je n'ai pas d'éléments, je dirais, et de données scientifiques à vous donner pour vous dire que c'est quelque chose qui va forcément marcher, qui doit marcher ou qui pourrait marcher. On pose la question, à quelle hauteur êtes-vous actionnaire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis actionnaire donc, à plus de 5% de la société. Donc il y a eu une déclaration que j'ai faite, je crois que c'était au mois de novembre. Donc exactement, je crois que je suis à 5,43 ou quelque chose comme ça. Au 10e près, vous m'excuserez. Donc je suis donc parmi les actionnaires importants de la société. Est-ce que la société est opéable? Alors, comme toute société cotée, une fois encore, il faut être humble. La société est opéable. Cependant, aujourd'hui, si on regarde, à mon sens, les accords qui ont été faits ou les sociétés pharmaceutiques, elles préfèrent généralement mettre en place des partenariats, pouvoir faire des partenariats de développement, co-développement, plutôt que de se lancer dans des opérations complexes d'opérations boursières. Ça ne veut pas dire que demain, ça n'arrivera pas. Ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que je ne pense pas que c'est quelque chose qui soit, j'allais dire, sur le haut de la liste en termes de risque. Nous verrons, en tout état de cause, si cela était le cas, nous aurions une discussion au niveau du conseil d'administration pour prendre position. Et une fois encore, comme je l'ai dit, je suis investisseur dans cette société et je tâcherai à ce que ce soit le meilleur pour nous tous. Est-ce qu'on a une idée du prix du remboursement de CR01 dans les différentes indications? Alors, aujourd'hui, on a travaillé sur un certain nombre d'options. Ce qu'on peut dire, c'est que 10 000 euros est un chiffre qui a été avancé, qui a été discuté et qui semble faire du sens. Très bien. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la plupart des questions. Il y avait une dernière question sur les autres molécules du portefeuille de la société. Est-ce qu'on a quelque chose à préciser sur les autres molécules actuellement? Alors les autres, oui, alors les autres molécules, on a 2 produits. On a un PIPAR historique sur lequel on a rajeuni un brevet. C'est du reste un brevet qu'on a racheté il y a maintenant 2 ans et demi. Donc on a une opportunité ici. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un focus compte tenu, 1, de la taille de la société et 2, des moyens financiers sur le sepsis, qui nous paraissait vraiment être le développement qui pourrait transformer cette société. Les autres aujourd'hui produits sont disponibles pour des partenariats. Donc c'est le cas du PIPAR et c'est le cas aussi d'un autre produit qui s'appelle CR209, sans rentrer en jargon, qui est un PUY13 qui permet au niveau du foie d'augmenter la réception pour augmenter l'élimination des lipides. Ok. Ce qu'on peut ajouter, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de développement, il n'y a pas eu de focus sur il n'y a pas de développement anticipé. Le portefeuille, ils font partie des actifs de la société. Ok, je crois qu'on a fait le tour de l'ensemble de vos questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Cyril Tupin et merci pour votre disponibilité à tous. Vous pourrez retrouver le replay donc, de cette réunion sur le site web de la société demain matin. Et donc, écoutez, encore merci et puis au plaisir de reparler et de faire ce type d'événement sur les prochaines publications, évidemment, à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être actionnaire. Merci de nous supporter. Et écoutez, vous l'avez compris, je pense qu'on a quelque chose d'exceptionnel et on va continuer à travailler comme nous l'avons fait maintenant depuis 2019 pour continuer à avancer et avoir de nouvelles données cliniques et de pouvoir continuer à développer dans le cadre d'études cliniques notre produit. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous.